Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour la première conférence de la journée. On est heureux d'ouvrir le bal de cette journée. Vous êtes ici donc pour la conférence Trouver son chemin en solidarité internationale. Alors on va démarrer par d'abord un petit temps où je vais vous présenter en fait un peu les grandes tendances du secteur et puis on aura l'occasion de discuter entre nous sur nos parcours et puis des conseils aussi pratiques pour vous donner des pistes les plus concrètes possibles pour pouvoir orienter et puis trouver votre chemin dans la solidarité. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Céline Lalou, je suis responsable du département formation métier chez Bioforce. Alors, Bioforce, on est un centre de formation pour le personnel humanitaire. Alors, quand je dis personnel, ça veut dire toutes les personnes qui veulent se former, qui ont déjà un bagage dans l'humanitaire ou non. Et on a aussi une vision très large de l'humanitaire. Donc, c'est plus globalement se former dans la solidarité. On a 2 centres de formation, un qui est basé à Lyon, un qui est basé à Dakar, au Sénégal. Et notre optique, c'est de donc, former au plus près des terrains, donc à la fois des individus, mais aussi des organisations. Donc on a ces centres de formation, on organise des formations métiers et des formations courtes dans nos centres. Et puis aussi, on est capable de se déployer sur le terrain pour former des acteurs au plus près des crises. Et on est convaincu que avoir du personnel formé avec des compétences solides, ça permet d'avoir de meilleures interventions et du coup un meilleur impact auprès des populations bénéficiaires. Alors un tout petit mot sur mon parcours. Alors moi je suis psychologue clinicienne à la base, spécialisée dans tout ce qui est gestion du stress et trauma. J'ai aussi un master en criminologie, donc ça ne me prédestinait pas du tout à la solidarité au départ. Vous allez voir qu'il n'y a pas de parcours type, justement, c'est ce qui fait la richesse et aussi la complexité de l'orientation dans le secteur. Et puis j'ai travaillé d'abord sur le terrain, sur des projets accès à la justice, protection, droits de l'enfant, éducation, qui étaient vraiment plutôt en lien avec mon expertise thématique. Et puis j'ai rejoint Bioforce il y a 4 ans maintenant, sur un poste de conseil carrière. Donc vraiment, ce sont des questions dédiées à l'orientation dans le secteur et à la formation. Et puis je gère depuis peu le département des formations métiers. Donc les formations longues qui forment à un métier de l'humanitaire, donc responsable logistique, RH, finance, coordination de projet et logistique principalement. Alors, je vais démarrer par un petit mot sur le secteur, les grandes tendances, un peu pour vous donner une photographie du fonctionnement du secteur actuellement. Alors, on a un secteur qui se professionnalise de plus en plus, donc ça c'est une tendance qui est en cours depuis déjà plusieurs années. On constate une multiplicité d'acteurs et d'actions sur le terrain, une complexité accrue des terrains d'intervention qui font qu'en fait, on a besoin de compétences de plus en plus pointues, de personnels qui sont formés à des techniques précises, ce qui correspond aussi du coup à des exigences de qualité et de transparence de plus en plus importantes. Donc on a aussi des exigences du côté des bailleurs et du public, de nos donateurs, de plus en plus fortes sur comment sont utilisés les fonds, de quelle façon, quel est le meilleur moyen de pouvoir mettre en œuvre ces interventions. Donc il faut aussi à côté du personnel qui est capable de gérer ces contraintes et ces garanties de qualité et de transparence. Tout ceci fait que, en termes d'exigences de recrutement, il y a vraiment une hausse de ces exigences, des recrutements qui sont très très pointus, parfois assez longs, où on va vraiment rechercher des compétences spécifiques au secteur. Donc nous, on considère vraiment à Bioforce, et c'est ce qu'on prône, que le secteur humanitaire, c'est un secteur professionnel à part entière, et qu'il faut pouvoir démontrer ses compétences pour pouvoir y travailler. En parallèle, on a vu aussi un fort développement du marché de la formation dans la solidarité, ce qui est une très très bonne chose. Vous allez voir qu'il y a des formations courtes, des formations longues, des formations universitaires, formations professionnelles. Donc un grand panel de formations qui correspondent à pas mal de besoins différents selon le projet, selon le type de poste et de projet qu'on peut avoir. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver entre d'une part tous ces métiers et ces compétences, ces exigences de compétences qui évoluent, et d'autre part la formation qui se développe beaucoup. La bonne nouvelle, c'est qu'en parallèle, il y a de multiples formes d'engagement possibles dans le secteur, donc qui sont de durée variable, de tout niveau d'expérience, sur une variété de terrains. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de parcours type. Et voilà, mes collègues seront là pour témoigner aussi de leurs différents parcours et des possibilités qui sont ouvertes.
Alors la grande question à se poser, pour moi c'est la toute première, et je pense que mes collègues abonderont dans ce sens-là aussi, c'est se demander pourquoi je veux faire de l'humanitaire, pourquoi je m'engage dans la solidarité. Donc c'est vraiment se questionner sur cette idée d'engagement. C'est vraiment répondre à cette question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je recherche? Et aussi, quelle place suis-je prêt ou prête à donner à cet engagement? On est dans un secteur qui repose beaucoup sur l'engagement des personnes, parce qu'on porte des valeurs fortes, parce que c'est ce qui fait aussi la force de notre secteur, la qualité. Et donc, c'est pour moi un peu le socle du fonctionnement du secteur. Par contre, ce qui est important, c'est pouvoir vraiment se questionner sur ce qu'on cherche, parce qu'en fonction, on ne va pas toujours aller vers les mêmes choses. Donc voilà, vous questionnez, est-ce que c'est une expérience que je veux vivre? Est-ce que c'est une carrière vraiment que je veux mener? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La question, c'est pouvoir justement vous positionner pour pouvoir vous orienter ensuite vers les structures, les types de postes, les statuts, les bonnes personnes aussi pour vous aider à réaliser ce projet. Il y a 1000 possibilités aussi en termes de solidarité plutôt locale, plutôt nationale, plutôt internationale. Et donc, comme je disais, c'est ça qui fait aussi la force et l'intérêt du secteur, c'est qu'il y a moyen de trouver beaucoup de missions différentes pour répondre à ces projets. Alors, quelques petits mots sur les différents métiers. Donc, alors, je veux dire, tels qu'on les considère à Bioforce, mais tels qu'ils sont aussi opérationnels dans le secteur. Donc, on distingue deux grandes catégories de métiers dans le secteur. Les métiers plutôt fonctionnels, qui fournissent des services à un éventail d'interventions, donc qui permettent vraiment la réalisation efficace des projets. Donc, il y a tous les métiers liés à la RH, la finance, la logistique, la coordination, gestion de projet, bien sûr. Les métiers de la communication, du plaidoyer, de la sécurité, voilà, il y en a pas mal. Alors, en orange, vous voyez les petites pastilles qui correspondent aux métiers auxquels on forme à Bioforce, qui sont finalement les métiers qui sont les plus répandus. Donc, on a les fonctions support, RH, finance, logistique, et puis la coordination, gestion de projet, à un niveau un petit peu plus haut de gestion et de coordination, de façon beaucoup plus transversale. Et puis on a ensuite les métiers dits thématiques, qui fournissent, eux, des services qui sont liés à un thème particulier ou à un type d'intervention spécifique. Donc là, on parle notamment eau, hygiène, assainissement, protection, donc l'éducation, la santé, la nutrition, sécurité alimentaire, le droit, il y en a pas mal. Alors ce qui est intéressant quand on regarde cette distinction, c'est qu'en fait, on peut aussi avoir une expertise thématique, donc exercer ce métier directement, et puis par ailleurs aussi avoir des compétences plus transversales. Et donc là, l'idée, c'est pouvoir raisonner en termes de métier. Ça permet de voir aussi quelles sont les compétences que vous avez déjà et de voir sur quel type de métier vous pouvez vous positionner. C'est pas indispensable d'avoir une expertise thématique. C'est une façon de structurer le secteur et de voir où vous pourrez vous y retrouver. Alors globalement, quels que soient les métiers, il y a quand même un ensemble de compétences qui sont recherchées dans le secteur. Je dirais qu'il y a un peu un consensus sur un set de compétences communs. D'abord, forcément, les compétences qui correspondent à votre cœur de métier. Donc, ça va être votre expertise. Peut-être que vous avez déjà un parcours en finance, en RH, en communication. Vous avez peut-être été formé en gestion de projet. Vous êtes peut-être un professionnel de la santé, l'éducation, ou un intérêt, en tout cas, pour ces questions-là. Ça correspond à l'ensemble des compétences techniques qui peuvent être ensuite valorisables et utilisées dans le métier, dans le secteur, pardon. Viennent ensuite, vous avez vu que c'est une partie seulement des compétences, viennent ensuite plusieurs catégories de compétences qui sont transversales et que vous pouvez aussi développer dans d'autres secteurs. Donc quand je pense à transversal, moi je pense à analyse, capacité d'analyse, le sens critique, la capacité à planifier les choses. Donc toutes ces compétences qu'on acquiert généralement dans des contextes d'expérience professionnelle et que vous pouvez aussi emmener avec vous et vraiment directement transposer d'un secteur à l'autre. Le secteur professionnel de l'humanitaire, c'est aussi un secteur qui est complètement fermé et à part. Il y a moyen de faire des ponts aussi entre d'autres secteurs. Et ça, c'est vraiment des compétences que vous pouvez développer ailleurs et puis apporter dans le secteur. Alors, les compétences personnelles et relationnelles, on parle généralement de savoir-être. C'est un secteur qui met beaucoup l'accent sur les compétences de savoir-être.
Donc ça, c'est toutes des choses que vous pouvez aussi développer dans votre vie privée, vos expériences professionnelles ou extra-professionnelles, et vraiment aussi les mettre en avant si vous voulez vous orienter dans ce secteur. On parle par exemple de l'adaptabilité, de la gestion du stress, de la capacité à gérer des relations interpersonnelles, du discernement, enfin un ensemble de choses qui sont, voilà, qui sont des qualités plutôt personnelles qui sont généralement très recherchées dans le secteur. Alors les langues, surtout pour ceux qui veulent aller vers l'international, mais pas que, c'est quand même assez important aussi. Donc le français, l'anglais, forcément, pour des contextes internationaux, et puis toute autre langue qui serait pertinente par rapport à un contexte d'intervention précis. L'arabe, le russe, voilà, toutes ces langues-là sont généralement des bons atouts aussi pour s'orienter, pour évoluer dans le secteur. Et alors, quel que soit l'endroit où vous travaillez, l'appétence pour l'interculturel, ça c'est un point assez clé, que vous vouliez travailler en France avec du public très très varié ou à l'international. Ça c'est vraiment une compétence et une appétence qui est fort demandée, et je pense que mes collègues en témoigneront aussi dans ce sens. Alors, quelques petits mots sur les conditions, quels sont les statuts avec lesquels vous pouvez démarrer ou partir dans votre projet de solidarité. Alors, il y a 5 statuts principaux. D'abord, le statut de stagiaire, donc statut étudiant sur base d'une convention. Donc, même si vous faites une formation qui est qui n'est pas une formation spécialement dédiée à la solidarité, vous pouvez aussi choisir de faire un stage dans une structure solidaire. Voilà, vous faites une formation en comptabilité, vous pouvez trouver un stage en comptabilité dans une organisation. C'est des bonnes façons de démarrer aussi, par exemple. Le bénévolat, alors j'ai mis entre guillemets travail non rémunéré, mais qui est très valorisé pour entrer dans le secteur. Ce sont vraiment des expériences que vous pouvez valoriser ensuite à titre d'expérience professionnelle et qui sont vraiment très appréciées aussi. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des points de départ qui est généralement très apprécié. Ou pendant une recherche d'emploi aussi, vous engagez dans un bénévolat. Ça vous permet vraiment de faire de l'expérience, réseauter. Et puis beaucoup de structures voilà, reposent beaucoup sur des bénévoles, ce qui fait que ça permet aussi de pouvoir évoluer dans ce sens. Le salariat, bien sûr. Il y a aussi, c'est un statut international ou national d'ailleurs, qui existe dans le secteur. Et puis les statuts de consultance, donc généralement pour des missions précises, sur base d'une expertise. Donc c'est généralement quelque chose qu'on fait plus tard quand on a déjà un peu plus d'expérience. Un petit aperçu des organisations qui embauchent. Les associations de solidarité locales en France, dans votre pays d'origine. Forcément les ONG, les associations internationales, donc qui mènent des projets pour répondre à des crises et appuyer des partenaires locaux. Les structures d'envoi et d'accompagnement de volontaires. Charlotte, à ma gauche, vous en parlera un petit peu plus longuement sur les statuts de volontaires. Les mouvements de la Croix-Rouge, bien sûr, qu'elles soient nationales ou alors au niveau international, le comité international de la Croix-Rouge. Et puis, toutes les organisations gouvernementales internationales que parfois on oublie, que ce soit les bailleurs de fonds, agences des Nations Unies, voilà, les coopérations gouvernementales aussi, qui sont des gros employeurs aussi pour des personnes qui veulent travailler dans la solidarité. Un petit résumé, la solidarité internationale, c'est pour qui? Alors, clairement, avoir une formation de base, avoir déjà quelques mois, quelques années d'expérience, c'est toujours un atout. Une expérience solide ou une expertise, c'est clairement un plus. À Bioforce, on forme des gens qui viennent de pas mal de secteurs différents. Notre moyenne d'âge, elle est autour de 35 ans. Donc, en fait, globalement, les gens viennent se former assez tard. C'est rarement quelque chose qu'on fait directement à la sortie des études. Donc, prenez le temps aussi de développer des expériences hors du secteur. C'est une richesse aussi que vous pourrez emmener avec vous. Des expériences solidaires, ça c'est un plus aussi. Clairement, le bénévolat, comme je l'ai évoqué, c'est vraiment un plus pour pouvoir évoluer dans le secteur et valoriser son profil. Et être directement opérationnel. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que pour rentrer sur un poste, par exemple, dans une organisation, il y a finalement assez peu de temps, il y a assez peu de recrutement où on va investir sur la personne, la former avant qu'elle puisse être opérationnelle. On attend vraiment des personnes qui rejoignent les organisations une capacité à être très très rapidement opérationnelles. D'où la nécessité de se former ou d'avoir de l'expérience. Comme je l'ai dit, un ensemble de compétences techniques, mais aussi, là j'insiste, de compétences interpersonnelles qui sont demandées dans le secteur. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que ce sont des choses que vous pouvez développer aussi par ailleurs. De la motivation, en vous questionnant aussi sur ce qui vous anime. C'est un secteur où on accorde beaucoup d'importance à la motivation.
Une bonne santé physique, mentale, surtout quand on part parfois loin, dans des contextes qui peuvent être difficiles. C'est important aussi d'avoir voilà, des ressources tant physiques que mentales pour pouvoir gérer aussi certaines difficultés, le contexte d'interculturalité, le changement de cadre, etc. Et être préparé. Alors être préparé, c'est pas forcément se former, mais c'est être informé surtout. Donc renseignez-vous, discutez avec des gens pour savoir où vous mettez les pieds. Ça reste quand même un point clé pour pouvoir bien vous orienter ensuite. Un dernier mot sur les chemins d'entrée dans la solidarité, et puis je laisserai mes collègues vous parler peut-être des portes qu'ils ont réussi à ouvrir dans ce sens. Alors, postuler directement, il y a les statuts de volontaire, dont parlera aussi Charlotte, statut salarié. Parfois, on a un profil qui permet d'entrer directement sur un poste sur ces statuts-là. Donc ça, c'est important aussi de se renseigner. Vous engager, pour moi, ça reste la première porte d'entrée pour évoluer. Et puis se former, parfois quand on constate qu'on n'a pas forcément toutes les compétences via différentes pistes de formation qui peuvent vous permettre de vous construire un profil. Il n'y a pas de limite d'âge, pas de parcours type pour entrer et évoluer dans le secteur. Donc voilà, bienvenue à tous et puis bonne réflexion. Alors, je vais passer maintenant la parole à mes collègues. Donc Charlotte, peut-être que tu peux commencer. Quels seraient les éléments que tu voudrais partager de ton parcours et comment es-tu arrivée jusqu'ici? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Charlotte Chiron, je suis chef du service communication chez France Volontaire. Je viens absolument pas du monde de la solidarité internationale. Je pose ça là comme ça. Avant d'arriver chez France Volontaire, j'étais directrice de la communication pour un grand groupe français dans l'industrie cosmétique. Rien à voir. J'ai été recrutée parce que j'avais une expertise technique et qui me permettait de répondre aux enjeux de développement de la structure France Volontaire. J'ai été recrutée pour restructurer, construire le service communication et ainsi répondre aux enjeux de notoriété de la plateforme. Très rapidement, on est une plateforme, donc on est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On a des objectifs, on a évidemment des objectifs à atteindre par rapport au ministère. La communication en faisait partie, c'est la raison pour laquelle j'ai été recrutée. C'est pas impossible de changer. Et, tu le disais très bien, parfois on arrive très tard, parfois on arrive sur la base de ses compétences et de son expérience. Et je ne saurais que trop vous encourager à développer une expertise, quelque chose dans lequel vous serez à l'aise pour le mettre au service d'une organisation, d'une association ou d'une institution, quelle qu'elle soit. Ça peut être un très bon point de départ. En tout cas, ça l'a été pour moi, qui voulait donner du sens et trouver du sens aussi dans mes actions. Quand j'étais dans l'industrie cosmétique, c'est hyper concurrentiel et relativement superficiel, donc on essaye d'injecter du sens, des valeurs. Bon, c'est très bien, on ne juge pas. Et pour autant, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'injecte de la visibilité sur quelque chose qui a déjà du sens, qui a du sens pour nous parce qu'on y croit, on est convaincu que c'est utile, mais qui a du sens aussi pour ceux qui s'engagent. Et donc ça a été un peu vraiment pour moi l'inverse, en me disant j'apporte mon expertise, je construis un service pour que le volontariat international d'échange et de solidarité soit plus reconnu, pour qu'on en parle davantage, pour qu'il ait une meilleure notoriété. Donc moi je suis arrivée vraiment là-dedans grâce à mon expérience et je dois dire que les réflexes que j'ai pu acquérir et construire de mon expérience dans le privé, de mes expériences dans le privé, elles me servent quotidiennement et elles répondent aussi à un enjeu des associations, des ONG, des institutions dans ce secteur. C'est la question de la professionnalisation. La communication est un vrai sujet. J'animais hier aussi une table ronde sur la question de la professionnalisation de la communication. On a besoin de vrais professionnels. Bioforce forme et accompagne la professionnalisation des futurs salariés et c'est extrêmement important dans un contexte qui n'est pas forcément hyper simple.
d'avoir des professionnels. Quoi qu'il en soit, je m'arrêterai là ensuite, mais l'idée, c'est vraiment, quelle que soit votre spécialité, votre expertise, devenez des vrais experts pour ensuite les mettre au service d'eux. Ça peut être une solution et ça peut être une porte d'entrée presque royale pour arriver et être efficace, être opérationnel et tout de suite au service de la cause que vous défendez. Merci Charlotte. Alors Étienne, toi tu es alternant. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ton parcours et comment tu es arrivé là ? Oui, bonjour à tous. Merci d'être nombreux. J'espère que mon témoignage va pouvoir éclairer certains d'entre vous. Alors moi j'ai 21 ans. Là je suis en Bac+4 à l'école des 3A dans un MBA pour faire de la coopération internationale et de l'action humanitaire. Pourquoi je suis rentré là-dedans ? Parce que de base j'ai fait des études de sciences politiques. Donc pas grand-chose forcément à voir avec la solidarité. Surtout que de base j'ai toujours voulu être militaire, donc pas du tout dans ce secteur-là. Et au fur et à mesure des expériences personnelles, je me suis plus du tout retrouvé dans ce milieu-là. J'avais besoin de sens et je l'ai trouvé dans l'environnement, parce que je suis un passionné de nature, mais voilà, je vous le dis, la passion suffit pas forcément. Faut développer des expériences, développer des compétences, pas forcément techniques, parce qu'avec des études de sciences politiques, je suis pas agronome, ingénieur agronome, je suis pas biologiste, mais par contre, là où je peux aider, et c'est là où je veux en venir, c'est de savoir là où vous pouvez aider selon vos compétences, selon vos appétences, c'est que la gestion de projet, coordonner les différents services, faire du lien entre les personnes, ça c'est des choses que j'aime faire, et là-dessus, sur lesquelles je veux me former dans le secteur de la solidarité. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvé là. Aujourd'hui, je travaille du coup dans une association environnementale, donc en alternance, donc dans le coin, là, à 30 minutes. Et voilà, c'est le début en fait de ma formation et de la découverte de la solidarité via le chemin, via le secteur qui me plaît dans la solidarité, à savoir l'environnement. Merci. Alors Jérémy, toi tu as un autre chemin encore, vu que tu as créé ta propre asso. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr, bonjour à tous. Du coup, je suis Jérémy Labouré, j'ai 26 ans et j'ai créé une association qui s'appelle Earthcare Movement, qui est basée à Annecy et qui s'engage pour la santé mentale des jeunes et comment la santé mentale peut être un très très bon levier d'engagement si elle est très bien structurée et si on l'accompagne. Avant de vous en parler dans un second temps, et on aura l'occasion d'en reparler avec mes collègues, moi, comment je me suis construit, je suis un professionnel de santé, donc je suis infirmier depuis 5 ans. Et en fait, pendant mes études, donc vraiment vers 18 ans, je me posais énormément de questions par rapport à mon avenir. J'étais assez même friable par rapport à toutes les informations que je voyais, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même un avenir qui est parfois et qui est trop souvent effrayant. Hein. C'est moi ce que je ressentais. Mais également, les chiffres le montrent aujourd'hui, où il y a vraiment énormément de jeunes qui s'inquiètent de leur avenir. Mais j'avais notion que moi, à mon échelle, je pouvais m'engager et que l'engagement, il dépendait que de moi. Il dépendait pas des autres, en fait. Et du coup, j'avais pas d'argent et j'ai décidé de partir en autostop au Sénégal dans une association. J'avais vraiment le goût et l'envie de découvrir des nouvelles cultures, de voir comment on vivait à l'étranger, mais également de m'engager pour le bien et d'une manière d'une manière très localisée. Donc je suis parti en Casamance faire de la gestion de projet pour comprendre et accompagner comment les jeunes étaient impactés par la pollution plastique et finalement faire de la prévention à la santé dans les établissements scolaires. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois, ça m'a énormément inspiré. J'ai rencontré plein d'acteurs locaux, j'ai même rencontré Plastic Odyssey, si vous connaissez, c'est une entreprise qui s'engage pour revaloriser le plastique à travers le monde, qui est en train de faire un tour du monde en bateau aujourd'hui. Et en fait, toutes ces inspirations, je me suis énormément inspiré d'acteurs là-bas, et je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment du pouvoir, je peux vraiment agir et changer le monde à ma façon. Et du coup, je suis rentré chez moi à Annecy et c'est comme ça que l'association a été créée. Je l'ai cofondée avec un ami également infirmier, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans un deuxième temps. Merci Jérémy. Alors là, on a un petit aperçu de vos parcours
spécifiques et puis comment vous en êtes arrivé là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les missions de vos organisations ? Peut-être commencer par toi, Étienne. Quelle est la mission de Maïwenn ? Donc Maïwenn, elle a plusieurs pôles d'intervention. D'abord au niveau international, avec toute une mission de plaidoirie via une expédition à bateau à voile autour du monde. Elle a aussi une mission pédagogique, puisqu'elle intervient dans les écoles auprès des enfants pour sensibiliser à l'environnement, comment on en prend soin et quel est notre impact dessus. Et le troisième pôle, c'est le pôle territoire, où là, moi, j'interviens un peu plus. C'est qu'on essaye vraiment de s'implanter dans le territoire où on est, agir localement et participer à la transition écologique du village dans lequel on est basé, donc le village des Carreaux, qui est une station de ski. Et donc, j'ai aussi cette deuxième casquette qui est la mission administrative, donc tout ce qui va être gestion RH, comptabilité, etc. Et donc, j'ai vraiment, comme on est une assez petite structure, ça me permet d'avoir une polyvalence, de toucher à plusieurs choses, d'interagir aussi avec ma présidente qui se charge de la partie plaidoirie à l'international. Et du coup, c'est intéressant, ça me permet de voir beaucoup de choses, de me former. Je ne suis pas du tout comme Charlotte avec une expérience importante avant. Et donc, ça me permet d'acquérir des petits bouts de chaque pôle et de les utiliser comme je peux. Merci. Et toi, Jérémy, que fait Earth Cave Movement et qu'est-ce que tu peux expliquer de vos missions ? Alors du coup, quand je suis rentré du Sénégal, Earth Cave Movement c'est né il y a à peu près 3 ans et on s'est rendu compte que vouloir s'engager c'était bien, mais en fait les jeunes ne savaient pas forcément comment. Comment on s'y est pris ? Du coup, nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ateliers pédagogiques et des conférences dans des établissements scolaires. Et quand on dit jeunes, c'est qu'on se concentre sur les lycéens et sur les filières pré-professionnelles, donc dans les universités. Et on s'est rendu compte que, en fait, la santé mentale et les jeunes étaient très très atteints par des phénomènes d'éco-anxiété où l'école ne correspondait plus forcément ou n'abordait pas du tout ces questions de santé mentale. En tant que professionnel de santé, on s'est dit que c'était vraiment un pilier et on avait une expertise sur ces sujets-là. Et avec notre équipe, donc aujourd'hui on est plus de 20 personnes dans le Earth Cave Movement, on a créé un parcours inédit, inclusif, dans les établissements scolaires et dans les lycées. On l'a imaginé un peu comme un parcours de soins. Donc en fait, on s'est rendu compte que sous 3 ateliers différents, on est en capacité de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter aux autres, et que en partant de cette base-là, on pouvait s'engager de manière sereine et de manière très concrète. Donc dans l'atelier numéro 1, c'est vraiment de la reconnexion à soi et aux autres. Donc on débat en classe où on apprend à échanger, on apprend à construire et déconstruire son opinion, on apprend à avoir tort. Et en fait, c'est des phénomènes, notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on échange de moins en moins, on ne se confronte pas. Et c'est finalement aujourd'hui ce qui amène vers des filières beaucoup plus individualisées. La polarisation des débats n'a jamais été aussi importante aujourd'hui dans nos sociétés. Donc c'était vraiment important d'avoir cet axe-là. Et le lien qu'on fait avec l'atelier numéro 2, qui est vraiment comprendre ses émotions face au numérique, face aux écrans, pourquoi on passe autant de temps à scroller aujourd'hui sur son téléphone, c'est des vrais phénomènes de société et on se rend compte c'est une réelle urgence de santé publique. Les jeunes ne se rendent pas compte, finalement ils sont complètement absorbés par ces écrans-là. Et le fait de le poser dans un cadre à l'école avec des professionnels de santé, c'est se dire, ok, là je passe du temps sur mon téléphone, pourquoi je fais ça ? Se poser des questions, échanger avec les autres. Et finalement, quand on comprend ces émotions, on est plus facilement en capacité de s'en détacher et de comprendre les intérêts et les inconvénients. Et comme je le disais dans l'atelier numéro 3, nous on est dans un projet ultra local où on est sur le bassin annécien, la Savoie et la Haute-Savoie. Et en fait, on s'est entouré de tout un tas de partenaires qui sont locaux et dans la région. Ce sont des acteurs de la transition écologique qui, eux, ont un réel impact sur notre territoire. Et du coup, on va les voir, on quitte les établissements scolaires, on va dans les entreprises, on part en nature avec des associations locales engagées pour l'environnement. Et en fait, on se rend compte que les jeunes, ils ont aussi et surtout besoin de s'inspirer, de se dire, ok, en fait, il se passe énormément de choses
encore plus dans la solidarité internationale, quand on voit tous les conflits majeurs aujourd'hui qu'on voit dans notre monde, ils ont besoin de se rattacher à du réel et à du concret. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on essaye vraiment de s'ancrer sur le territoire, comme je l'ai fait quand je suis parti au Sénégal quand j'étais plus jeune. Et je me suis pas attardé sur les problématiques du monde. Je voulais pas sauver le monde. Je voulais vraiment avoir un impact très très concret et très très local. Et finalement, on se rend compte, parce que on mesure notre impact, et c'est tout l'enjeu de l'association, c'est qu'on a créé un comité scientifique pour voir l'impact réel qu'on avait auprès de ces jeunes-là. Et on se rend compte que l'engagement des jeunes est beaucoup plus perceptible. Même les taux de bonheur et d'épanouissement dans leur vie, il est flagrant. Et on a énormément de retours à ce niveau-là. Donc vraiment, l'association, elle a un double pilier, c'est que la santé mentale et notre bien-être est un levier inconditionnel à notre épanouissement et à notre engagement pour les autres. Merci Jérémy. Donc là, on voit déjà deux formes d'engagement qui sont différents. Et toi, Charlotte, est-ce que tu peux nous parler de France Volontaire et de quel type d'engagement vous promouvez ? Alors, France Volontaire, je le disais tout à l'heure, c'est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On est la plateforme française du volontariat international d'échange et de solidarité, de son petit nom, le VIES. On permet l'envoi de jeunes et moins jeunes volontaires français sur des missions d'intérêt général qui peuvent aller de quelques semaines à plusieurs années en fonction des dispositifs. On a énormément de dispositifs qui sont accessibles à toutes et tous, quel que soit son âge, son expérience, le temps dont ils disposent, et qui permettent de s'engager sur des thématiques d'éducation, de santé, d'environnement, de droits humains, des questions de genre, de francophonie, des thématiques qui sont en lien avec la politique d'investissement solidaire et durable de la France. On envoie nos volontaires en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Océanie, tous les pays dits éligibles à l'aide publique au développement. Pour ceux qui veulent aller aux États-Unis ou en Russie ou en Chine, c'est pas vers nous qu'il faut se tourner. On porte des missions d'intérêt général. Et ça, c'est hyper, hyper fondamental. Ça veut dire que ce sont des missions qui sont par essence désintéressées pour soi. C'est-à-dire qu'on part sur un projet qui est toujours co-construit sur le terrain avec nos partenaires locaux. S'il y a une mission de volontariat, il y a un besoin bien identifié sur le terrain. Alors, je vous dis que c'est désintéressé. En vrai, c'est hyper enrichissant pour tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes utile concrètement, vous avez un vrai impact au Sénégal, ça peut être au Sénégal, ça peut être au Cambodge, et j'en passe. Donc, vous avez un vrai impact, vous apprenez des choses, vous découvrez une nouvelle culture. On parlait d'interculturalité. C'est absolument fondamental quand on veut s'engager dans la solidarité internationale, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux différentes cultures, d'être curieux, en fait. Et le VIES est une façon très concrète, très formatrice de pouvoir vivre une expérience interculturelle qui va vous permettre de développer de nombreux soft skills qui seront ensuite hyper utiles. Tu en parlais tout à l'heure. Vraiment d'ouverture, de curiosité, d'adaptabilité. On vit une expérience quand on est volontaire, on quitte son pays, on découvre une nouvelle culture, on est au plus près de la population locale. On ne vit pas comme un expat quand on est un VIES, on vit auprès des populations locales, dans l'asso qui vous accueille ou dans la collectivité qui vous accueille, et ça vous permet de vraiment faire un pas de côté, sortir de votre zone de confort. Et à mon sens, c'est une des premières étapes qui peut être vraiment ultra intéressante pour vous qui voulez vous engager, dans le monde de la solidarité internationale. J'ajoute que vous n'êtes quand même pas tout seul quand vous partez. En tant que volontaire, nous, on est un opérateur de l'État, donc on garantit la qualité des missions, la sécurité des volontaires, mais surtout la sécurité des personnes aussi auprès desquelles vous allez travailler, quels qu'ils soient. Donc ça se fait dans une dynamique vraiment
gagnant-gagnant qui va vous enrichir et puis qui va vous permettre de le valoriser. Nous, on accompagne les volontaires avant. Les volontaires sont préparés avant la mission. Au bien-être en mission, à la question de la santé mentale pendant sa mission, la question du choc culturel, comment est-ce qu'on communique quand on est un volontaire aussi sur le terrain. On est un peu un ambassadeur, on crée de la diplomatie de terrain. Donc on est préparé avant, on est suivi pendant la mission. C'est extrêmement important. Vous partez pas tout seul. Vous êtes accompagné. Vous avez un tuteur dans votre structure. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement également au retour. C'est-à-dire que France Volontaire ou ses membres vous accompagnent pour valoriser cette expérience. Comment est-ce que vous allez la réinvestir dans votre expérience professionnelle? Comment est-ce que vous allez la valoriser sur votre CV, etc., etc. Donc à toutes les étapes de la mission, vous êtes accompagné, encadré, ce qui fait que c'est hyper rassurant pour vous qui êtes sur le terrain. Je vois beaucoup de parents dans la salle. C'est aussi rassurant pour les parents parce que vous n'envoyez pas vos enfants comme ça, pouf, je te mets dans l'avion, on se revoit 6 mois plus tard, non. Et donc c'est vraiment, je pense, une première étape extrêmement enrichissante et surtout hyper concrète pour se dire qu'on met un premier pas, un premier pied pour construire son chemin dans la solidarité internationale. Merci Charlotte. Alors tous les trois, vous avez trouvé une façon de concrétiser du coup votre engagement et vous avez l'air de tous y trouver de l'intérêt. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce qui vous a aidé finalement à trouver cette voie? Faire, sans aucun doute, être dans l'action. Comme je vous l'ai dit, quand j'étais plus jeune, j'avais le sentiment de ne pas avoir de compétences spécifiques sur ce monde ou qu'est-ce que je pouvais apporter. Et je me suis dit, l'expérimentation, partir, aider, de la manière dont je pouvais apporter une plus-value. J'ai un cerveau, j'ai des jambes, j'ai des bras, je vais pouvoir apprendre et être dans l'action. Et en fait, de cette action-là va en découler qui je suis. Et en fait, c'est des questions fondamentales. Je pense que vous êtes ici dans la salle, vous vous posez des questions, vous êtes là pour rechercher quel type d'engagement vous voulez avoir. Alors déjà, la première chose à dire, c'est bravo pour cette initiative et de se dire, voilà, en fait, j'ai envie de m'engager pour les autres et vous pouvez en être très fiers. Et ensuite, c'est finalement, en étant dans l'action et en étant dans le mouvement, vous allez apprendre vraiment à côtoyer des personnes inspirantes, comme ça a été mon cas. Vous allez développer des compétences et co-construire des projets. Et vous allez imaginer finalement, et ça va être un chemin très long, comme tu le disais à un moment, Céline, tu le disais, où ça se fait pas du jour au lendemain en fait. L'engagement ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça va prendre du temps. Votre cerveau va aussi devoir prendre le temps de se dire comment je veux m'engager, sous quel format. Et finalement, pour moi, vraiment, les 2 critères qui sont fondamentaux, c'est vous connaître vous-même et la spécificité de votre engagement, et surtout à votre âge et dans vos chemins respectifs, c'est être dans l'action, partir, oser, ne pas avoir peur, et ensuite le reste suivra. Moi, je dirais, c'est de trouver votre échelle où vous aimeriez avoir de l'impact. En fait, il n'y a pas besoin de forcément partir 3 ans à l'étranger, dans des conditions compliquées, forcément en urgence, etc. Faut trouver votre fibre, je pense l'endroit, ce pourquoi vous aimeriez aider, et votre échelle. Moi, pour avoir fait des recherches, notamment avec France Volontaire, je m'étais posé la question de partir en service civique à l'international, parce qu'ils proposent des très belles missions avec des belles responsabilités. Finalement, je suis resté à mon échelle parce que je me suis dit, je peux aider aussi ici. En France, il y a des belles choses. Et donc voilà, c'est trouver votre échelle. Il n'y a pas de grandes choses ou de petites choses. Voilà, tout simplement. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant. Effectivement, le VIES, ça se fait à l'international, mais c'est pas incompatible avec un engagement aussi local.
Et c'est pas parce qu'on fait l'un qu'on peut pas faire l'autre. Et puis c'est pas parce qu'on part qu'on va jamais s'engager dans son association locale ou quoi. Donc, ça veut dire qu'on doit questionner son engagement. Je reviens à ce que tu disais, Céline, c'était très intéressant. On se pose les bonnes questions. Questionnez votre motivation. Pourquoi est-ce que vous avez envie de partir à l'international, de vous engager dans la solidarité internationale? C'est fondamental. Ça me fait penser... Enfin, je voudrais juste vous passer un message. C'est que s'engager, c'est bien. Sans se tromper, c'est mieux. Il se trouve que c'est le claim d'une campagne de lutte contre le volontourisme que l'on mène avec notre partenaire Friends International. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le volontourisme? Très rapidement, est-ce que dans la salle... Ouais, je vois des... Ok. Bon, le volontourisme, c'est quand même une chose à laquelle il faut faire très attention. On conjugue volontariat, tourisme, on se rend utile. Sur le papier, c'est super. Dans les faits, c'est beaucoup moins fun, puisque au mieux, les missions sont inutiles. Au pire, elles sont dangereuses pour vous, possiblement, pour les populations locales aussi. Je vous donne des exemples d'orphelinats en Asie qui regorgent d'enfants qui, en réalité, ne sont pas orphelins et qui voient défiler des jeunes occidentaux aller tous les 15 jours, 3 semaines pour leur apprendre l'alphabet en anglais, on ne sait pas où ils en sont, etc. Ça crée des troubles de l'attachement, ça crée des troubles psychologiques pour ces enfants qui sont absolument dramatiques. C'est un exemple parmi tant d'autres. On a un stand ici, vous pourrez creuser cette question, mais posez-vous les bonnes questions. Si en 3 clics sur Internet, 4 000 € plus tard, vous pouvez avoir votre mission, attention, c'est dangereux. C'est pas une bonne formule. J'ajoute juste qu'on parlait du service civique. Le service civique peut s'effectuer à l'international. C'est un des dispositifs que nous portons, comme le volontariat de solidarité internationale que j'évoquais. Il y a différents dispositifs, je vous le rappelle. Certains d'entre eux sont indemnisés. On ne parle pas de rémunération, c'est pas un job. Mais vous percevez une indemnité qui vous permet de vivre correctement auprès des populations locales. Donc vous avez jusqu'à 25 ans, vous faites votre service civique sur l'île de Mouizenay en Équateur, j'ai cet exemple-là dont on parlait tout à l'heure, d'une jeune fille qui a eu un problème administratif, elle est partie, pouf, l'île de Mouizenay, elle est indemnisée. Son billet d'avion est pris en charge, elle est encadrée, préparée, ça je vous le disais. Donc attention au volontourisme, engagez-vous. C'est super et bravo, je souscris à tout ce qui a été dit. C'est vraiment génial le fait que vous soyez là. Ça montre aussi que loin du repli sur soi qu'on imagine en France, il y a quand même encore des jeunes qui ont envie de s'engager et de se tourner vers l'autre. Et c'est formidable. Faites-le correctement pour vous et pour les autres. Dernière petite chose, pour répondre vraiment à la question du conseil, oui, bien s'engager. Moi, je dirais aussi que effectivement, il y a le faire, il y a cette dynamique que vous avez, que la jeunesse porte en elle. Je crois qu'il y a cette notion de professionnalisation qui est extrêmement importante pour que le secteur soit aussi un secteur complètement reconnu. Moi, je suis rentrée là par mon expertise. Je vous invite à devenir des experts aussi. On parlait des langues, important, parler des langues, très bien. Essayez de vous former, ne négligez pas votre formation, votre expertise sur laquelle vous allez pouvoir construire votre carrière sur l'autel de la solidarité en disant « je veux m'engager ». Essayez d'être des professionnels de la solidarité, ça c'est vraiment extrêmement fondamental et Bioforce propose de magnifiques formations qui vont aussi vous rendre légitime dans les postes que vous allez occuper, mais qui vont aussi légitimer tout un secteur qui, dans un contexte informationnel extrêmement chargé et saturé, peine à se valoriser. Il est toujours, c'est un imaginaire. Il faut vraiment avoir des professionnels qui mettent leur expertise au service d'une cause. Et ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment fondamental de le faire et de le faire de façon professionnelle.
Je ne sais pas si je peux rebondir à ce que tu viens de dire, Charlotte, mais je trouve que le fait de se professionnaliser aussi, ça va également enlever un peu cette étiquette parfois du syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir quand on se dit allez, je vais m'engager pour la solidarité internationale, j'ai plein de bonne volonté. C'est le cas, il en faut de la volonté, c'est ce que je ne cesse de dire, mais quand on se professionnalise et qu'on devient expert d'un sujet, en fait, on va rayonner. Et en fait, en rayonnant, on va entraîner un mouvement et impacter, les bénéficiaires de ce pourquoi on a été expert, mais également les personnes avec lesquelles vous travaillez, toute la communication qui sera faite sur vos campagnes à l'international ou en local sur la solidarité. Et finalement, vous serez que plus aligné avec vous-même et vous allez entraîner en fait du monde dans votre synergie et dans votre professionnalisme. Je tenais juste à rassurer les personnes qui sont polyvalentes, parce que je sais que pour moi, quand on me parlait d'expertise, quand je faisais mes recherches, je ne m'estimais pas expert en sciences politiques dans la formation que j'ai faite, et que du coup, pareil, je n'avais pas de légitimité. Vous pouvez être expert dans ce que vous êtes dans la polyvalence, c'est-à-dire qu'une personne polyvalente, elle peut aider sur des projets, elle met en lien les personnes aussi. Donc, quand on entend expertise, c'est pas forcément que vous ayez un doctorat dans telle ou telle compétence. Vous pouvez aider dans tous les cas. Et surtout, si vous n'avez pas encore cette expertise, vous avez encore le temps de la construire. Là, je m'adresse aux jeunes et aux moins jeunes aussi. Il y a toujours le temps de construire. Moi, j'ai 21 ans. Et dans ma classe, il y a des gens de 35 ans et qui construisent encore leur expertise. Donc c'est vraiment, ne vous mettez pas de barrière là-dessus. C'est vrai qu'on met énormément d'étapes dans la société, dans l'évolution de nos carrières, etc. Mais il faut essayer aussi de se libérer un peu de ça et de s'inscrire sur le temps long. Tu me donnes une minute juste pour rajouter. Alors, on a tout à fait encore le temps, allez-y. Une petite précision, je souscris à tout ce qui a été dit, évidemment, et je salue de tout ton engagement, et bien sûr. Petite précision, parce qu'on est quand même là pour trouver son chemin dans la solidarité. Ça veut dire que vous posez tous des questions, ça veut dire que on se questionne et on cherche des pistes. Le VIES, tu en parlais tout à l'heure, l'expérience à l'international, elle permet aussi d'avoir des responsabilités qui sont ultra intéressantes parce que en fait vous les auriez pas clairement en France sur même des stages ou même des premières expériences professionnelles. Les retours que nous avons, que ce soit en service civique, qui est un dispositif qui ne nécessite pas de compétences mais qui repose sur le désir d'engagement, la motivation et le désir de développer des soft skills, et le VSI qui, lui, nécessite un petit peu plus d'expérience, en tout cas un alignement entre sa formation, son parcours et l'offre de mission. Dans les deux cas, déjà, vous partez, vous vous expatriez, donc vous montrez votre capacité à sortir de votre zone de confort et être adaptable. Mais surtout, vous allez vite vous rendre compte que vous aurez des responsabilités qui seront beaucoup plus importantes que si vous étiez en France. Parce que malgré tout, en France, on reste très cadré, c'est très hiérarchique, on est dans des cases, etc. Les retours qu'on a de nos services civiques internationaux et VSI, c'est j'ai été couteau suisse, ah là là, j'étais à l'ambassade, j'ai rencontré l'ambassadeur, j'ai pu porter tel message, ou bien j'ai rencontré le directeur d'une association sur le terrain, on va monter des projets ensemble. C'est un facilitateur et je pense que ça aussi débloque plein ça débloque des blocages évidemment, mais en tout cas ça fait tomber des barrières qu'on se met soi-même et que peut-être le système français nous parfois pas des barrières mais en tout cas les cases dans lesquelles on peut être mis. Et donc vraiment cet engagement à travers le volontariat international d'échange et de solidarité, il est vraiment hyper formateur et très concret. Voilà, c'est juste message. Et je rajouterais valorisable aussi. Oui, ça. Merci beaucoup. J'entends tout ce que vous dites, que finalement il y a un facteur temps en fait qui joue beaucoup, c'est-à-dire se donner du temps de réflexion. L'engagement c'est bien, mais réfléchir au pourquoi et surtout au comment, c'est important. Vous avez tous témoigné aussi du fait que ça s'est fait en plusieurs étapes, donc c'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment un chemin visiblement aussi de pouvoir construire son parcours, de trouver son chemin, de comprendre comment il peut se traduire.
Vous témoignez aussi de plusieurs niveaux d'engagement. Il y a des choses plus micro, des choses plus macro. Et puis Étienne, tu as bien souligné aussi la question de à quel niveau j'ai envie de m'engager. Moi, j'ai entendu finalement qu'il n'y avait pas de petit engagement. C'est-à-dire qu'on peut commencer sur un niveau très local et puis ça pourra porter ses fruits pour vous faire évoluer sur un autre niveau aussi. Et puis, c'est vraiment souligner toutes ces formes, ces multiples d'engagement que ça peut prendre. Avec la nécessité de vraiment se questionner sur ce pourquoi et ce comment. Alors, il nous reste du temps. Je ne sais pas si vous avez des choses que vous voulez encore dire ou si on laisse justement la balle à l'Assemblée qui est nombreuse et donc j'imagine qu'il y aura pas mal de questions. Je dis juste une chose, un témoignage d'une de nos bénévoles, ça me fait écho à ce que tu dis, Céline. Elle s'appelle Emma, elle a 20 ans et en fait elle est partie en Australie pour être fille au père et avoir une expérience à l'étranger, notamment dans les langues. Mais elle s'est dit que vu qu'elle venait d'Annecy à la base, elle voulait quand même avoir un impact local et elle fait quelque chose de très très simple en soi, c'est qu'elle écrit une newsletter. Elle fait que ça pour l'association et en fait elle a que ce temps-là qui est dédié à l'association et en fait l'engagement local il peut également passer sous des formes vraiment chacun à sa manière. Elle est à l'autre bout du monde et elle a quand même un impact local et finalement c'est aussi possible comme ça quoi. Étienne et Charlotte, vous voulez ajouter quelque chose ? On peut parler pendant des heures, mais peut-être que le temps des questions est venu pour essayer de répondre spécifiquement à vos attentes, à vos doutes et aux questions que vous pouvez vous poser pour trouver votre chemin. On a encore 25 minutes de questions-réponses, donc prenez le temps de réfléchir. Sinon, on pourra revenir sur la valorisation, qui est un sujet intéressant. On a des chiffres, on a des... Et maintenant ? Ok. Bonjour et merci beaucoup. Ça a été vraiment fantastique. Et bien, du coup, désolée, le français, c'est pas ma langue maternelle. Donc, si dans un moment donné, je dis quelque chose que... Bon. J'ai une question pour Jérémy Labour. Oui. Parce que moi aussi, je viens de créer une association. Donc, quand vous avez donné le conseil, vous avez dit il faut partir, il ne faut pas avoir peur. Moi, ça, je le fais déjà. Je suis partie, j'ai commencé. Mais les chemins pour construire une association qui n'existait pas encore, parfois deviennent vraiment challengeants. Parfois, c'est quelque chose qui peut décourager, même si on a des très très bonnes intentions, etc. Donc, je voulais vous demander, parce que si vous êtes plus jeune que moi, comment est-ce que vous avez fait aussi, si vous avez des conseils pour réussir à vraiment faire déclencher quelque chose de durable, quelque chose qui devient votre moyen de vie professionnelle principal, etc., de zéro, de quelque chose qui n'existait pas avant. Parce que c'est ça que je suis en train de faire. Merci. Merci en tout cas pour ta question qui est hyper intéressante et je suis totalement d'accord que c'était pas du tout évident au début. Moi j'étais encore en plus au Sénégal à ce moment-là quand j'ai voulu avoir un impact local, donc je te laisse imaginer la galère administrative en France qui plus est. Bref, on va pas rentrer dans ces polémiques. Mais sinon, après avoir créé tes statuts, il faut déjà aussi comprendre c'est quoi les objectifs de ton association de manière très précise. Il faut que tu sois reconnaissable pour les institutions, les partenaires, le public cible que tu vas voir. Faut qu'on sache l'identité associative que tu vas voir. Et en fait, en connaissant réellement la solution, donc qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu proposes et à qui tu t'adresses, en fait, ça va être beaucoup plus simple de se tourner vers tes parties prenantes, on appelle ça. Donc les parties prenantes, c'est quelles sont toutes les personnes qui vont graviter autour du projet. Donc à un moment, soit des bénéficiaires, mais ça peut être également des partenaires, les collectes de fonds que tu vas faire, vers qui tu vas te tourner, qui est sensible aux valeurs et à la vision que tu vas avoir dans ton projet. Et en fait, toutes ces questions, tu te les poses sur un board et tu te dis, mais en fait, qui est intéressé par ce sujet-là, qui s'en empare déjà, qui sont mes concurrents, même si dans l'association, moi j'estime qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a que de la collaboration. Donc comment vous allez pouvoir vous entraider entre
les uns et les autres. Et une fois que tu as réuni toutes ces personnes autour d'une salle, l'intelligence collective fera le reste. J'ai répondu à ta question? Oui, on pourrait parler pendant 2 heures. Mais en vrai, je t'invite à venir nous voir notre stand si jamais tu as des questions plus précises. On est là-bas. Je le ferai, merci. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas d'autres questions. Si vous êtes là, c'est qu'il y en a. Où on a été très très précis, hyper efficace. Trois? Oui. Donc, je voudrais qu'on parle plus de la motivation, parce qu'il y avait un joli infogramme. Le champ motivation, il n'y avait pas de commentaires. Donc, merci Jérémy, c'est vous qui avez parlé le plus de votre volonté d'avoir un impact. Mais est-ce qu'on pourrait développer le sujet un peu? Est-ce que la reste de vous pouvez nous dire c'est quoi votre motivation pour le travail à la solidarité internationale? Aussi, peut-être, est-ce que vous avez déjà rencontré les gens qui avaient de mauvaises motivations pour ce travail? S'il vous plaît. Ouais. On fait le pont avec la question du volontourisme que j'évoquais tout à l'heure. Certains partent comme ça à l'international, se photographier avec des enfants. J'ai fait ma BA de l'année, je le mets sur mon CV. C'est très anglo-saxon parce que dans le système universitaire anglo-saxon, on prône et on valorise aussi l'expérience comme ça un peu solidaire à l'international. Résultat, il y a de tout en fait. Et pour certains, c'est vraiment je le valorise, j'ai mon tampon sur mon CV, je peux dire que je suis partie, ou bien j'ai fait mon petit selfie avec les enfants et j'ai coché la case. Autant vous dire que cette motivation-là, elle n'est pas très intéressante et puis on l'a vu, elle peut être parfois dangereuse. Pour nos volontaires, il y a vraiment des motivations qui sont multiples et qui sont toutes légitimes. Pour certains, c'est vraiment un premier pas dans la solidarité internationale. C'est une façon de rentrer dans un secteur par une expérience très concrète, dans une asso, au local, dans un pays qu'on ne connaît pas, et pouvoir ensuite valoriser cette expérience qui est légitime. Hein, je veux dire, ce sont des missions d'intérêt général. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes pour soi et pour son parcours. D'ailleurs, on a évoqué la question de la valorisation. Ce sont des expériences qui sont valorisables. Il y a des études qui sont faites notamment par l'Agence du service civique qui montrent que je crois que c'est près de 90% des DRH ont tendance à faire plus confiance à un jeune à qui il faudrait donner une première expérience parce qu'il a fait un service civique, que ce soit en France ou à l'international d'ailleurs. Donc il y a cette motivation de se dire je rentre dans un secteur. Point. Et de notre point de vue aussi, on a des volontaires qui ont juste envie de donner du sens à une action. Alors souvent, ils sont bénévoles, ils ont déjà un engagement chez eux, dans leur village, dans leur quartier ou quoi. Et puis ils ont envie d'aller voir un petit peu plus loin, de se sentir utile au-delà des frontières françaises, européennes, à travers le monde. Et c'est cette quête de sens, d'utilité et d'impact. Ça peut paraître assez naïf, mais c'est une réalité pour beaucoup de jeunes qui, dans un contexte qu'on connaît en France, se disent très bien, moi je vais trouver du sens ailleurs. Donc ça repose vraiment sur des motivations qui sont toujours solides, qui sont plus ou moins intellectualisées en fait, et qui sont plus ou moins pour un parcours, mais qui sont toutes légitimes. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise motivation quand on veut s'engager correctement. Justement, ça veut dire quoi s'engager correctement?
Ah bah alors là, on met clairement, pardon, sur la question du volontourisme, hein, je reviens, mais c'est un sujet hyper fondamental, hein, j'insiste. S'engager correctement, ça veut dire qu'on a un impact, ça veut dire qu'on est dans une posture qui est juste, on est loin du white saviorisme, l'occidental qui part dans un pays du Sud pour aider. Nous, on n'aide pas, hein. France Volontaire, il n'aide pas, et France Volontaire travaille avec des pays partenaires sur lesquels on mobilise des volontaires parce qu'il y a un besoin identifié sur le terrain. Donc, correctement, ça veut dire un projet qui est co-construit dans une dynamique. Donc, c'est aussi peut-être la base d'une association internationale. C'est la co-construction, le partenariat avec des acteurs locaux qui se disent tiens, moi je serais hyper intéressé d'accueillir un volontaire français dans ma structure pour m'aider à monter en compétences, pour m'accompagner sur ceci, sur cela. J'ajoute un point important, c'est que si on envoie des jeunes Français, et moins jeunes d'ailleurs, à l'international, on accueille en France des volontaires internationaux dans les mêmes conditions, dans nos associations, dans nos collectivités. Alors, on ne le fait pas, c'est pas 50-50. Hein. L'année dernière, on avait à peu près 5000 volontaires qui étaient déployés, tout dispositif confondu. Et nous avons accueilli environ 500 volontaires internationaux. Mais ça veut dire qu'on est dans une démarche de déconstruction des imaginaires, de la France qui envoie en Afrique en particulier. Donc ça, on le déconstruit complètement. Et puis, on est dans une dynamique partenariale, on crée des passerelles. Ces volontaires-là, ils sont vraiment des... Je parlais de diplomatie de terrain, et c'est vrai, on tisse des liens, on transforme les frontières en passerelles, et on est vraiment un acteur pour avoir un impact éthique, je dirais responsable et durable sur le terrain et dans la construction des relations internationales. Donc c'est ça, bien s'engager, c'est valider l'impact de la mission, valider la structure pour ne pas se mettre en danger ni soi ni les autres. Et j'ajouterais que c'est vrai qu'à Bioforce, c'est une question qu'on aborde beaucoup dans la construction du projet professionnel qu'il y a pour l'après-formation. Je pense qu'un élément clé, c'est d'être honnête avec vous-même. C'est-à-dire on peut avoir des motivations qui ne sont pas forcément... alors nous, on parle de motivations avouables ou moins avouables. Mais en tout cas, vis-à-vis de vous-même, je pense que c'est important d'avoir cette honnêteté. Et puis ensuite, après, de sélectionner peut-être celles que vous mettez en avant quand vous êtes dans un processus de sélection, par exemple. Mais au minimum de savoir, voilà, pourquoi j'ai envie de faire ça. Pour moi, c'est pas anodin, surtout pour des personnes qui veulent aller sur de l'urgence, dans des contextes parfois très très difficiles. C'est pas anodin de se dire, tiens, j'ai comme projet de partir loin de mes proches, de me mettre en situation parfois de risque, de danger physique et psychologique. Pour moi, il y a toujours une question à se poser derrière. Et donc cette honnêteté, pour moi, elle est vraiment fondamentale. Et je dirais que l'engagement correct, c'est celui qui vous rend encore capable de pouvoir mettre une limite à cet engagement aussi, quand vous constatez que vous ne rencontrez plus ce sens, cet intérêt du collectif, ou quand vous commencez à vous mettre en danger. Un engagement qui n'est pas raisonnable, c'est celui où on va aller se mettre en danger, c'est celui où on va vouloir aller au-delà peut-être des limites réelles ou de contre-indications par rapport à l'impact, par rapport aux structures, par rapport au respect des partenaires, par rapport à tout ce que Charlotte a évoqué. C'est important de donner une juste mesure et de pouvoir aussi le canaliser pour toujours garder finalement cette finalité de l'intérêt du collectif et de l'impact. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, et puis mes collègues ont peut-être des choses à ajouter aussi. Ouais, moi je voulais justement dire comment je trouve ma motivation. Je la trouve en me rappelant que je m'inscris dans un secteur. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je rédige des devis, quand je fais toutes les missions administratives, RH, etc., je me dis pas c'est génial, je fais de l'environnement. Mais par contre, je me rappelle que je m'inscris dans un travail qui participe à ça. C'est important, je trouve, de se rappeler dans quoi on s'inscrit, parce que parfois on a des missions très terre à terre, et c'est très concret et c'est très chouette. Et par contre, pour l'engagement, comment on l'approche, je pense que faut avoir une approche assez humble. C'est toujours se rappeler avec, effectivement, ce lien avec le collectif. Je peux témoigner, moi, d'un choix que j'ai fait. Je voulais partir en humanitaire au Liban l'année dernière. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que je me suis rendu compte, après 3 mois à travailler sur le sujet, que je le faisais aussi et un peu trop
parce que j'aime l'adrénaline. Et je me suis dit, si tu vas au Liban parce que tu as besoin de cette adrénaline, te rapprocher du danger, etc., c'est pas du tout la bonne approche, tu le fais pour toi. Et finalement, du coup, j'ai pris le choix de ne pas y aller et de me dire, j'irai quand je serai prêt, quand j'aurai cette maturité pour l'approcher correctement. Hyper intéressant ta question sur les motivations. Je ne vais pas revenir sur mon parcours, mais je trouve que c'est très pertinent parce que c'est une question que les jeunes nous posent énormément dans les interventions scolaires qu'on propose sur mais attends, mais comment t'en es arrivé là, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont, comment ils ont fait pour en arriver là où ils en sont. Et du coup, je fais un petit instant auto-promo, mais du coup, je me posais énormément ces questions-là et j'ai créé un podcast qui sortira en janvier sur des acteurs engagés, comment en fait ils en sont arrivés là où ils en sont. Et en fait, on déconstruit leur parcours et on le reconstruit avec eux pendant 1 heure, en marchant en plus. Et du coup, je t'inviterai à voir, ça s'appelle En Mouvement, le podcast pour passer à l'action. Et tu vas apprendre plein de choses sur les motivations réelles de ces entrepreneurs ou de ces présidents ou d'associations pour qu'est-ce qui a fait vraiment l'essence même de leur engagement. Et c'est une vraie question. Merci. Merci. Merci pour vos témoignages. C'est une question plutôt pour France Volontaire. Si vous pouviez développer un peu le volontariat pour les moins jeunes. Et donc ce lien aussi avec du coup, les salariés qui voudraient peut-être passer par ce volontariat ou pas. Est-ce une option pour une transition vers un métier de salarié dans la solidarité internationale, s'il vous plaît, en termes de choix, de temps aussi, de préparation. Et l'autre question, c'est sur votre mission en interne. Et donc, vous avez évoqué un service international. Vous-même, vous avez changé. Est-ce qu'il y a une ouverture au sein de France Volontaire, siège, ou pôle ailleurs, je ne sais pas, pour des salariés experts, des experts qui voudraient peut-être aller dans ce sens? Merci. Alors, pour la première question, le volontariat, je vous ai dit que c'est accessible à toutes et tous, très bien. Le parcours d'engagement, il peut commencer à n'importe quel âge. Donc le service civique, pour rappel, c'est jusqu'à 25 ans, très bien. Ça, c'est pas votre sujet. Le VSI, il n'y a pas de limite d'âge. Ok, donc ça veut dire que vous pouvez commencer par un volontariat de solidarité internationale avec votre expertise et partir dans une association. Donc c'est un engagement de minimum 1 an qui peut être renouvelé, qui l'est souvent pour 2 années. Vous pouvez faire jusqu'à 6 années de VSI dans votre vie. Donc 6 années, c'est déjà une expérience qui est quand même intéressante et surtout valorisable pour bifurquer en fait dans ce secteur-là. Donc c'est la première option, le VSI. Vous allez, alors sur le site de France Volontaire, on a beaucoup d'offres de missions. Vous cherchez surtout par thématique. J'imagine que quand on a des expertises, alors je ne connais pas votre parcours, mais en fonction de votre expérience, votre expertise, vous trouvez une offre de mission qui est une ou des offres de mission en adéquation avec votre parcours, et puis vous rentrez dans un processus de sélection. Ça peut être une première expérience de long terme. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez long, puisque c'est minimum 1 an. Ensuite, on peut, quand on est salarié, rentrer, faire une expérience, vivre une expérience en tant que salarié dans le cadre du congé solidaire, congé de solidarité. Là, c'est à voir avec votre entreprise qui peut vous accompagner dans cette démarche. On a des entreprises partenaires qui envoient parfois quelques cohortes par année. Donc, ils font des appels à manifestation d'intérêt au sein de leurs équipes. Et puis qui envoient certains des électriciens, d'autres des agronomes, des chargés de projet, et j'en passe. Donc sur une expertise très précise et sur une mission avec un besoin bien identifié, c'est toujours la condition sine qua non, leurs salariés. Là, généralement, congé de solidarité, c'est 15 jours, 3 semaines. Donc c'est une première expérience. Elle peut être déterminante pour vous,
pour le salarié et pour conforter aussi votre désir de rentrer dans ce secteur. Je pense que on revient à ce que disait Céline au début. Hein. Ça montre aussi votre motivation, qui est fondamentale en fait, et votre tropisme pour ces sujets et pour cet engagement international. Et puis après, il y a le volontariat senior que vous pouvez faire en pré-retraite, retraite, 2-3 mois. Voilà, pareil, un volontariat d'expertise. Donc, tout au long de sa vie, on peut être volontaire. Hein. Récemment, en Inde, là, on a vu une volontaire de 67 ans. Bon, écoute, c'est super en fait. Donc, tout espoir est permis. Ça, c'est pour la première question. N'hésitez pas à passer sur notre stand pour pas prendre trop de temps et rentrer trop dans le détail, mais le message, en gros, c'est que quel que soit son âge, son expérience et sa disponibilité, il y a un dispositif de volontariat international qui est fait pour soi. Deuxième question, chez France Volontaire, oui, il y a des postes qui sont parfois ouverts, il y a et là, c'est un processus de sélection classique, hein, je veux dire, moi il y avait eu l'ouverture d'un poste pour la com, je dirige le service com, j'avais cette expérience-là, il y avait des objectifs bien précis de structuration, de notoriété, de visibilité et lisibilité des messages, donc construire des choses, voilà, moi j'ai postulé, j'ai été prise, voilà. Donc il faut suivre régulièrement sur notre site internet évidemment, sur notre page LinkedIn qui est aussi très active. Et il y a des opportunités, hein. Alors encore une fois en fonction de votre expertise, de votre parcours, etc. Sachant qu'on a des antennes à l'international. Alors je pourrais parler des heures, donc je le ferai pas. Mais on est présent dans plus de 24 pays à travers des bureaux qu'on appelle des espaces volontariat qui recrutent parfois soit des volontaires, soit parfois des salariés de droit local, hein, bien à noter, mais qui nous permettent aussi de construire ces fameux ponts avec les autorités et les acteurs locaux. Hein, c'est ce qui légitime aussi nos actions sur le terrain. Donc il y a des opportunités, bien sûr. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question. Qu'est-ce que vous conseillerez, à tous les cas, du coup, à des jeunes diplômés, du coup, comme moi, qui n'ont pas forcément d'expertise technique, mais qui ont fait une formation. Moi, j'ai fait un master dans la gestion de projets Solidarité internationale et voilà, qui recherchent en fait à entrer dans à faire carrière dans la solidarité internationale, tout en sachant que, du coup, moi, dans mes expériences personnelles et aussi en lien avec ma formation, j'ai fait un service civique et actuellement, je fais aussi du bénévolat. Et c'est vrai que j'avais aussi envoyé quelques candidatures sur France Volontaire pour essayer de trouver un VSI qui malheureusement n'a pas abouti suite à des entretiens. Et j'ai aussi une limite en fait de temps en rapport avec mon titre de séjour, comme je ne suis pas française. Et donc je ne peux pas faire de mission voilà, qui dure plus de 12 mois. Voilà. Une petite précision peut-être, j'informe que nous on a un stand aussi à Bioforce avec des possibilités de rencontres individuelles, voilà, peut-être pour répondre à des cas plus particuliers et des questions précises liées à des parcours précis. Peut-être une réponse générale que je peux démarrer. Alors, il n'y a pas de secret, de recette miracle. C'est-à-dire, nous aussi, à Bioforce, on voit que quand on sort avec un diplôme, l'élément clé, qui est souvent difficile, c'est comment se faire sa première expérience. Et c'est vrai qu'on est un secteur, alors surtout pour l'humanitaire d'urgence, mais même plus globalement pour l'international, qui regarde beaucoup l'expérience dans le recrutement. Ça, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer, mais voilà, c'est aussi un historique du secteur. Moi, je reviens quand même sur cette idée de bénévolat. Alors, vous l'avez évoqué aussi. Agir, enfin, je rejoins aussi ce que disait Jérémy. Entrer dans quelque chose, tirer un fil, même si c'est quelques heures tous les mois. Ça, pour moi, ça fait partie de construire son parcours. Et effectivement, quand on sort de formation, souvent, c'est pas... on est au tout début, en fait, de la construction du parcours. Et souvent, on a pas mal d'espoir quand on sort de formation de se dire « Ah, j'ai fait le gros du boulot et j'ai trouvé ». Et souvent, là, voilà, c'est un chemin qui peut être long.
Moi, je dirais aussi la longueur du chemin ne détermine pas la qualité de votre profil, ni la pertinence de votre profil, ni l'issue en fait de ce que vous allez trouver. Parfois, on met beaucoup de temps pour un tas de raisons qui ne sont pas liées forcément à la qualité de votre profil. Donc, c'est voilà, trouver le juste milieu entre se questionner sur son parcours et ses outils de candidature, et en même temps se dire que voilà, il y a beaucoup d'appelés et parfois peu d'élus pour certains postes. Donc se laisser du temps, avoir un plan B, une roue de secours, viser large aussi, donc envisager plusieurs options. Je me disais le bénévolat, on parlait du VSI, être patient et voilà, brique par brique, pouvoir construire les débuts qui sont pour la majorité d'entre nous souvent longs, clairement. Puis persévérer, c'est pas parce que vous avez eu un VSI, un refus pour un VSI que vous aurez un refus pour tous les autres. Hein. C'est souvent le cas d'ailleurs. Voilà, il faut trouver la bonne mission, quoi. Là-dessus, je peux témoigner à mon échelle, parce que du coup, j'ai fait, pour trouver mon alternance, ça a été 7 mois de recherche intensive. Je pense qu'il y a un moment, il faut poser aussi des choix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enfermer dans de la recherche intensive tous les jours, etc. Il faut profiter aussi du temps qu'on a pour faire autre chose. De toute manière, tout est enrichissant. Et aussi se donner, je pense, des deadlines très concrètement. Si après 8 mois, j'ai rien, ben, voilà, je mets en place mon plan B. Et je pense avancer là-dessus, parce qu'on ne peut pas toujours rester dans une phase très floue, quoi. Ouais, on va prendre les autres questions. Je vais juste dire 2 mots. Tu l'interpréteras comme tu veux. Soyez culottés. Voilà. Merci. Merci. Rapide question concernant le contexte géopolitique qu'on connaît tous et la situation politique en France, l'arrêt des financements, le dépôt de bilan de plusieurs structures aussi françaises. Qu'est-ce que vous nous conseillerez? Vers quel champ d'action est-ce qu'on ne doit pas se diriger aujourd'hui où on sait que ça va être très compliqué concrètement, en fait, pour éviter de se planter et gagner du temps aussi. Merci. J'attendais cette question. Alors, donc, voilà, clairement, c'est une situation assez inédite pour laquelle, même nous, à Bioforce, on a vraiment une veille très active sur le secteur. On n'a pas encore le recul de pouvoir dire vers où ça va aller et les grandes tendances. On n'a pas de boule de cristal non plus. Moi, je dirais que ça confirme déjà pas mal de messages en fait, qu'on a toujours donnés sur le secteur et que voilà, je pense qu'on était à 4 à être assez concordants là-dessus. Dans un contexte où il y a encore moins de postes, plus de concurrence et des perspectives qui sont finalement très très floues, je dirais c'est d'encore plus réfléchir à ces plans B, encore plus réfléchir à d'autres types de formes d'engagement de façon assez large, pouvoir se projeter sur plusieurs chemins différents, en sachant aussi que parfois il y a une opposition entre secteurs d'entreprise et secteurs solidaires, par exemple. Ce sont des choses qui sont en train de bouger aussi. Et pouvoir aussi s'autoriser à réfléchir autrement en se disant mais finalement je peux aussi trouver une entreprise qui a quand même des valeurs qui sont concordantes aux miennes, ça peut être une façon de s'engager. Ça peut être aussi, comme disait Jérémy, avoir un poste salarié dans une structure et puis se ménager du temps à côté pour trouver une autre forme à son engagement, même quelques heures par ailleurs. C'est vraiment réfléchir à d'autres façons de pouvoir vivre cet engagement compte tenu de cette situation, qui va peut-être durer, qui va peut-être pas durer non plus. Enfin, je pense qu'il y aura quand même à un moment donné une remontée. Ça, c'est notre hypothèse. Donc, je dirais pas qu'il y a des choix à privilégier ou pas, mais vraiment pour avoir cette variété et pouvoir se sécuriser aussi dans cette conscience que ça peut peut-être prendre encore plus de temps qu'auparavant. Et de nouveau laisser la juste place à son engagement, mais sans non plus se mettre trop en difficulté. Et puis peut-être rejoindre aussi des collectifs qui sont dans les mêmes situations pour voir ce qui est possible de créer ensemble, même à côté d'un emploi salarié plus hors du secteur finalement.
peut-être prendre une dernière question. Oui. C'est à moi. Bonjour. Je ne suis pas français d'origine, donc j'ai un peu... Mon accent va peut-être pas vous faire comprendre ce que je vais dire, mais vous pouvez me reposer la question si vous n'avez pas compris. Ma question est de savoir, pour Jérémy, je le félicite d'abord pour son engagement et c'est très instructif et motivant. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez confronté à des problèmes de sabotage ou de guerre d'intérêts entre les grandes associations sur le terrain et vos collègues de travail? Si oui, comment vous avez surmonté ces difficultés? Lorsque tout à l'heure, vous avez dit que votre voyage vous a beaucoup apporté en énergie. Comment vous avez pu avoir cette énergie pendant le voyage? Merci. Merci pour tes mots et pour ta question qui était très claire. Si je reviens sur l'énergie, moi je l'ai puisée sur la gestion de projet, du coup en intervenant auprès des plus jeunes, et je pense que j'avais aussi cette fibre de transmettre et de savoir à travers mon métier d'infirmier et la prévention que j'ai pu faire sur les risques liés au plastique au Sénégal, je me suis dit que j'avais un impact réel et très concret sur la vie de ces jeunes-là. Sachant qu'ils n'avaient pas des grands rêves de voyage ou quoi, ils voulaient juste avoir un environnement sain. Et le fait de, en quelques mois, pouvoir leur donner des clés très concrètes pour se réapproprier son environnement et ne plus subir cet environnement, je suis rentré de cette expérience en me disant je veux agir sur le local. Je veux avoir un impact très local et même si je suis parti très loin pour ça, c'est assez marrant d'ailleurs. Donc quand je suis rentré, pour répondre du coup à ta deuxième question, moi je ne vois pas forcément la notion de concurrence déjà parce que ce qu'on propose c'est quand même des sujets qui sont très très peu abordés, c'est des sujets de la santé mentale est un sujet encore beaucoup trop tabou dans notre société, mais on se rend compte finalement qu'il est essentiel de par les jeunes qui nous sollicitent, de par les établissements qui s'emparent de ces sujets, des infirmières scolaires qui nous appellent un peu avec un appel à l'aide, et on se rend compte que c'est une réelle urgence de terrain, que l'école ne correspond peut-être pas forcément et ne répond pas à ces besoins-là. Donc la concurrence du marché associatif sur la santé mentale, il n'y en a pas. En tout cas pas chez nous. Et du coup, nous, on est à fond, et c'est pour ça que l'association s'appelle Earthcare Movement, c'est que dans le mouvement, on crée des synergies communes. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de concurrence dans ce monde. Dans les filières de solidarité internationale, on aime la co-construction. On aime bâtir des projets ensemble. Les partenaires avec lesquels on s'est inscrit, que ce soit financier ou de projet, on les co-construit ensemble avec une vision commune, des objectifs concrets et un impact de terrain. Et finalement, on est pleinement là-dedans. Et c'est tout ce qui fait la différence du déchirement des autres sphères de notre société. On prend le revers de la médaille, je dirais. Alors, je pense qu'on est arrivé au terme de notre... Ah, sinon, il y avait encore une... Je pense qu'on a encore 2 minutes. Non, fini. Ah. Alors, nous sommes disponibles sur nos stands respectifs. N'hésitez pas à passer nous rencontrer pour la suite. Voilà, on a la journée devant nous pour répondre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.